Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, c'est le retour du printemps et à Montréal revient le printemps numérique. C'est pour nous l'occasion de parler de cette industrie entre jeux vidéo et intelligence artificielle et aussi de création artistique et de médiation du numérique. Des étudiants de l'École des médias de l'UQAM ont conçu des œuvres artistiques et techniques munies de dispositifs d'intelligence artificielle lors du lancement de cet grand événement. Leur questionnement était: est-ce que ces objets peuvent contribuer au développement d'une pensée collective? C'était une manière de se positionner de manière critique face au développement et à cette technologie. Le Centre de recherche interuniversitaire sur la communication, l'information et la société, le CRISIS, tiendra bientôt un colloque international sur la numérisation généralisée de la société. On vous tiendra au courant. Allons-nous devenir des entités numériques tellement branchées et dépendantes à ces technologies qui changent notre quotidien, notre travail et même la manière dont nous percevons notre monde? Donc, pour parler du printemps numérique et de ce qu'il nous réserve, restez à l'écoute. Pour parler du numérique, nous retrouvons donc aujourd'hui Mehdi Bamboubakar, le directeur général du Printemps numérique. Bonjour. Bonjour. On a aussi en studio le professeur Éric Letourneau de l'École des médias de l'UQAM. Bonjour. Bonjour. Et il est accompagné d'une de ses étudiantes à la maîtrise en communication, concentration, recherche, création, médias expérimental, donc Claudie Lévesque, qui est cinéaste et auteur d'un documentaire expérimental, Ma famille en 17 bobines, et de nombreux courts-métrages aussi, donc, et qui va venir nous parler d'une œuvre présentée donc, au Printemps numérique. Bonjour. Bonjour. Donc, la programmation accueille cette année plus de 300 activités en créativité numérique se déroulant entre le 21 mars et le 21 juin. Qu'est-ce qui vous a motivé à y participer? Peut-être professeur Letourneau et En fait, il y avait une invitation qui avait été lancée de manière assez large et on a donc proposé aux étudiants de participer à cet événement-là, d'imaginer des projets adapté au contexte dans lequel se déroulait cette soirée, qui est la soirée de lancement au musée McCord. Alors, c'est une soirée où les gens vont pour faire du réseautage, pour faire la fête et se connaître. Alors, on s'est dit, ça, c'est très intéressant parce que c'est une soirée où il y a cette dimension, d'une part, un peu business, relations publiques, et d'autre part, où il y a du contenu qui est présenté. Alors, qu'est-ce qu'on peut présenter comme contenu dans ce contexte-là qui peut être intéressant? Alors, comme l'UQAM, dans sa bonne vieille tradition d'école de Francfort, pensée critique, un peu post-marxiste, on a voulu faire honneur à cette tradition uqamienne et donc on a proposé 2 projets qui questionnent en fait le rôle du numérique dans notre société actuelle. Il y en avait un où vous travaillez, Madame Lévesque. Peut-être pouvez-vous nous présenter votre cap mapping, c'est ça? CAT, oui. CAT pour chat. Oui, en fait, il y avait 3 projets. Il y avait 3 projets. Donc, le nôtre était peut-être celui le plus axé sur la performance comme tel. Donc, c'était assez simple. En fait, on avait 2 personnages avec une grosse tête de chat. Et on filmait et projetait en même temps. En fait, les 2 chats nous servaient un petit peu d'écran, si on veut, mais ils interagissaient en même temps avec l'image. On avait également des citations sur l'intelligence parce que le thème des printemps numériques était l'intelligence artificielle. Ouais. Donc, on avait sélectionné des citations de grands penseurs sur l'intelligence qui étaient sur un iPad. Et donc, on filmait les citations sur le iPad qui étaient elles-mêmes reprojetées sur nos chats mouvants sur la musique du DJ au moment de la soirée. Est-ce que vous filmiez les gens aussi, les réactions?
Non, parce ça prendrait des formulaires de consentement. Mais ce qui est important peut-être de souligner, c'est que l'idée du chat, ça vient du fait que le chat est une des images les plus numérisées au monde sur Internet. Tout le monde regarde des vidéos de Minou sur YouTube. Alors, c'est ce chat qui devient intelligent et qui est le chat révolutionnaire, en fait. Le chat qui sort ses griffes. Il y avait ça aussi. Il y avait 2 autres projets. Il y avait 2 autres projets, un qui s'appelle ELA, E-X-L-A, qui veut dire Extended License Agreement User. Peut-être que je mélange les termes, mais en fait, ce sont des termes et conditions. C'est un générateur de termes et conditions. Lorsque vous êtes sur Internet, parfois, vous devez accepter des termes et conditions sur différents sites ou lorsque vous utilisez des logiciels, et on les lit rarement. Alors, cet appareil servait à générer de manière aléatoire des termes et conditions pour chaque personne, des termes et conditions différentes à partir de textes qui venaient d'un peu partout, autant de la musique pop que de tweets de Donald Trump sur Twitter, que de chroniques de Richard Martineau ou d'extraits du livre Caillou, par exemple. Alors tout ça, c'était mélangé par l'ordinateur de manière aléatoire, et pour chaque personne qui utilisait ce système, des nouveaux termes et conditions étaient produits. Généré. Alors, si la personne acceptait, ensuite, elle pouvait entrer dans une banque d'images. Elle était prise en photo, en fait, immédiatement, sans qu'elle puisse se préparer. Donc, elle paraissait très mal. Et ensuite, elle était notée par les autres, un peu comme dans un épisode de l'émission Black Mirror, sur 5, avec des étoiles. Et si elle refusait, elle remettait tout le monde à 1, puis elle avait aucune responsabilité sociale parce qu'elle avait refusé, puis elle avait annulé le capital social que tout le monde avait dans la banque. Oui. Alors, c'est un projet assez rigolo. L'autre projet qui était tout à fait en face, qui est beaucoup plus sérieux, c'est un travail d'Isabelle Barzil, qui est en fait réalisatrice et caméra woman, entre autres à Radio-Canada. Puis elle est réalisatrice indépendante, et puis elle a travaillé beaucoup avec les cris de l'abbé James ces 10 dernières années, et elle s'est intéressée à leur vie quotidienne, et elle a à travers cette expérience, elle a réalisé qu'il y a une méconnaissance assez grande de la manière dont les cris vivent et ce qu'ils sont par rapport à leur territoire de la part des Blancs, j'entends bien sûr. Donc les Blancs comprennent mal cette réalité. Alors elle a voulu créer une expérience performative, donc une petite performance qui se fait de personne à personne pour partager on pourrait dire, ces idées en lien avec le territoire et en lien avec l'intelligence naturelle versus intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle sans l'intelligence naturelle ne sert pas à grand-chose. Non, elle est proche de zéro. C'est ça. Non, c'est intéressant, puis c'est tout à fait d'actualité, puisqu'on parlait d'Amérindiens, puis de recherche aussi actuellement. Oui, puis elle aussi, ce qui est intéressant dans son projet, c'est qu'elle avait un contact individuel avec chaque personne, chaque visiteur. Et elle a passé 4 heures non-stop à accueillir chaque personne. Elle avait un petit mot d'introduction, et après elle mettait des écouteurs pour entendre le chef cri, et puis également elle posait un stéthoscope sur le cœur des gens, ici dans le cou, c'est l'aorte en fait. Oui, pour entendre l'aorte, pour que les gens puissent entendre leur propre cœur. Alors c'était assez Puis si je peux me permettre, tout à l'heure on disait qu'elle se posait des questions avant que la soirée commence. Peut-être qu'elle devrait aller chercher du monde pour participer à son expérience, alors que finalement elle a passé toute la soirée. Non, elle restait assise, elle n'a pas bougé. Les gens se précipitaient les uns après les autres. Oui, monsieur Boubacar, c'est la 5e édition du Printemps numérique. C'est un domaine qui évolue très vite. Cette année, vous faites donc une large place à l'intelligence artificielle. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle s'occupe de nous. Il faudra qu'on s'en occupe un petit peu. Donc, au fait, c'est un process qui a commencé il y a quelque temps. Je pense que ça fait 2 ans déjà qu'on s'intéresse à l'intelligence artificielle avant que ça devienne un buzz. Donc, on était plus dans des symposiums ou des forums pour des professionnels. Là, je pense qu'on est en train de l'amener aussi à la place publique
public pour questionner, surtout, je vous dirais, les questions de ces technologies-là qui sont disruptives, donc qui changent complètement les modèles d'affaires, mais aussi les modes de fonctionnement dans nos sociétés. Il faudrait pas laisser ça juste aux entreprises. Les entreprises sont importantes dans ce domaine-là. C'est des créateurs de richesses, c'est des créateurs de perspectives aussi. Mais la notion du bien commun ne peut pas venir juste d'une entreprise, parce que l'entreprise, elle répond à un besoin particulier. Alors que le bien commun, c'est pas nécessairement l'ensemble des besoins particuliers. Il y a quelque chose qui est encore plus grand que cela, puis qu'une entreprise ne peut pas nécessairement y répondre. Donc je pense qu'il y a une réappropriation, que ce soit des pouvoirs publics, mais surtout de la communauté en général, des enjeux qui sont soulevés par l'intelligence artificielle. Donc là, on a parlé des projets générés par l'école de l'UQAM, les étudiants, mais quels autres projets on peut voir autour de l'intelligence artificielle? L'objectif de la soirée, c'est vraiment de démocratiser, entre guillemets, là, mais de rendre la technologie plus accessible, voir ses impacts dans la vie de tous les jours, et aussi arriver avec des projets qui questionnaient. Donc, on avait une des stars de la soirée, c'était Nao et Pepper, c'est deux robots, deux robots humanoïdes qui interagissaient donc avec les gens, que ce soit avec la voix ou avec la musique, puis ça nous met aussi en face de cette matérialisation des algorithmes. Il y avait donc un projet que je trouvais extrêmement intéressant aussi par rapport à la reconnaissance faciale. On avait une artiste donc qui travaillait sur les disparus. En fait, c'est un projet très questionnant aussi à mon sens, mais ça ramène aussi la dimension donc humaine, mais ça rappelle aussi tout ce qui est en train de se faire maintenant par rapport avec la reconnaissance faciale. Oui. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Professeur Le Tourneau et Madame Lévesque, là, les projets, là, ils sont issus du cours laboratoire atelier en pratique performative intermédiaire. Mais en quoi le numérique change les performances réalisées par les étudiants et la médiation des discours? Ça change beaucoup de choses, mais je dirais que c'est pas le numérique qui change des choses, c'est la technologie. Alors, comme on disait avant l'émission, le numérique c'est une phase, hein. Puis dans chaque appareil numérique, il y a de l'analogique aussi. Votre bon vieux téléviseur à lampe là, il y a 20 ans, il était analogique. Et dans le fond, il existe maintenant des combinaisons, même en musique, on utilise des appareils hybrides. Donc le numérique, c'est juste un terme un peu général qui justement est utilisé par l'industrie parce que c'est un buzzword, comme on dit. C'est un mot qui rapporte beaucoup. Alors, ce qui est intéressant, ce qui nous intéresse, en fait, à l'UQAM, dans le programme de médias expérimental ou en médias interactifs, c'est cette relation technologie et être humain, et c'est ce sur quoi on travaille chez Hexagram, qui est un centre de recherche interuniversitaire que je co-dirige aussi, qui englobe l'UQAM, Concordia et d'autres universités. Alors, qu'est-ce que ça change? C'est une question très large, ça change tout. Dans la performance classique, sans technologie, c'est vraiment le corps de l'artiste qui est l'outil, qui est la matière, avec le temps et l'espace, et parfois des objets et des situations, mais c'est en temps réel. Dès qu'on est avec une technologie, et surtout en numérique, où il y a des mémoires infinies, on se retrouve avec des strates de temps qui se construisent de manière complètement différente parce qu'elles se chevauchent, elles se superposent. Alors, on peut avoir des images générées en temps réel, mais ça devient un autre temps, cette image-là, où elle est
où elle est associée au temps, mais ce sont des réalités parallèles. En fait, le numérique, ça multiplie les réalités parallèles. Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez les vieilles centrales téléphoniques où les téléphonistes branchaient les communications à la main. Ça prenait un corps pouvait brancher une communication à la fois. À partir du moment où vous automatisez avec des appareils, vous pouvez brancher 4, 10, 20 communications à la fois. Mais avec le numérique, c'est un nombre illimité de communications à la fois et à toute vitesse. Alors c'est ou presque illimité. Oui, ça alors c'est pas du tout le même rapport au temps et à l'existence même. Oui, et à l'espace aussi. Et à l'espace aussi. C'est ça. Hein. Madame Lévesque, vous qui êtes cinéaste, l'iPad ou le cellulaire pourraient devenir des médias intéressants pour exprimer sa vision du monde. Oui, absolument. Ben, en fait, moi, je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de pas annihiler les anciennes technologies, que ce soit la pellicule. D'ailleurs, il y a un engouement pour le Super 8. Oui, le Super 8, la pellicule de petit format. Argentique. Ouais, argentique. Et c'est transféré en numérique, mais quand même, on utilise encore ces technologies-là aujourd'hui. Il y a encore des laboratoires, pas ici malheureusement, mais à Toronto, où on peut faire développer ces pellicules-là, où c'est transféré en numérique d'excellente qualité. Fait que je pense que, en même temps, il y a aussi également un engouement pour le lo-fi, c'est-à-dire de réutiliser des anciens formats vidéo. Ou numérique en fait, comme le Hi8 ou même le VHS oui. Alors ça, moi je trouve ça, puis oui, tourner avec un téléphone cellulaire. J'ai déjà fait un court-métrage avec un cellulaire justement, et moi je pense que tout ça c'est vraiment intéressant de ça mélanger les palettes finalement, absolument. Les outils oui. pour l'artiste ou pour la personne qui veut justement s'exprimer. Ouais. Monsieur Boubacar, vous avez un projet Jeunesse Québec 2030 qui va se déployer dans tout le Québec. Présentez-le nous. C'est un projet que j'affectionne tout particulièrement. En fait, c'est Jeunesse QC 2030. C'est un projet qu'on réalise donc avec le soutien de secrétariat à la jeunesse. C'est un projet qui travaille. En fait, on travaille sur la question des compétences numériques chez les jeunes. On a un public cible qui va de 13 à 29 ans, donc les 13-17, les ados, et les 18-29, donc jeunes adultes. Son objectif, c'est vraiment de travailler sur ce que j'appelle la citoyenneté numérique éclairée. Donc, c'est pas juste la question des compétences numériques de savoir le faire. Exactement, c'est le savoir faire, mais c'est le savoir être également qui devient extrêmement important. On le voit avec toutes les questions de fausses nouvelles, aussi de l'identité numérique autant que telle, tout ce qui est hameçonnage, tout ça. Dans le fond, avec ce projet, on se dit, ça serait pas équitable d'avoir deux types de citoyens, ceux qui sont capables de naviguer donc dans un monde numérique et ceux à cause de certains nombres de vulnérabilités qui peuvent être des vulnérabilités qui sont liées au lieu, qui sont liées au groupe social ou qui sont liées à des inégalités économiques qu'on ait donc une segmentation de la population. C'est important que chacun puisse avoir un accès équitable à l'utilisation du moins de ces technologies. Donc on va se déployer, puis ça a commencé dans le fond sur donc la grande région de Montréal, la capitale nationale, la BTB, le Bas-Saint-Laurent, la Mauricie et l'Estrie. Toute l'année finalement. C'est sur 3 ans pour une première phase. On a comme une perspective de 2030. On active en parallèle à cela une recherche postdoctorale. D'ailleurs,
d'ailleurs une postdoctorante qui vient de l'UQAM avec qui était supervisée par Simon Collin, professeur Simon Collin. Et donc il y a un aspect recherche que je dirais aussi, et puis un aspect, une volonté de partage donc de ces expériences-là avec d'autres communautés francophones dans le monde. D'échanges. Et d'échanges, effectivement. Parce que, au fait, on considérait beaucoup la question de la fracture, parce que c'est un projet qui travaille sur la question des fractures numériques. On considérait beaucoup la fracture numérique entre les pays du Sud et du Nord, mais on se rend compte de plus en plus que la fracture, elle existe dans toutes les communautés, et il y a un potentiel donc d'iniquité qui est induit par ces questions de fracture là. La fracture en général, c'est dans le fond on parle de trois choses. Donc quand on parle de fracture, on parle de l'accès. Donc en fait tout ce qui est infrastructure, on parle de la formation, donc la connaissance, la connaissance en tant que telle, puis on parle aussi de l'utilisation, donc les aspects de participation. Nous, avec ce projet-là, on travaille sur les deux, donc on considère pas l'infrastructure. Il y a d'autres programmes, il y a d'autres mondes qui travaillent dessus, mais on considère donc la connaissance et la participation. Et notre objectif peut-être à moyen terme, c'est aussi de travailler sur un réseau québécois intersectoriel en matière de littératie numérique dans le fond. Alors ça, c'est toujours le problème, hein, comment le citoyen moyen va-t-il avoir cette connaissance pour comprendre l'outil qu'il utilise, alors que c'est entre les mains d'experts la plupart du temps, et que les entreprises, comme vous le mentionnez plus tôt, ont parfois des impératifs qui ne sont pas toujours les mêmes que ceux du bien commun, qui correspondent à ceux du bien commun. Merci beaucoup. On était en compagnie de Mehdi Ben Boubaker, le directeur général du Printemps numérique, du professeur Éric Letourneau de l'École des médias de l'UQAM et de Claudie Lévesque, cinéaste et donc artiste de l'ordre de la première soirée du Printemps numérique. Merci. Merci à vous. Merci. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. C'est le temps de notre chronique. Pascal Lapointe, rédacteur en chef de l'agence Science Presse, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Pascal, tu nous parles de fausses nouvelles, de Cambridge Analytica et de la guerre des cultures aujourd'hui. Oui, et dans les chroniques précédentes, j'ai rappelé que ce à quoi on assiste avec ce phénomène des fausses nouvelles depuis 2 ans, ça s'inscrit dans une guerre entre deux cultures. D'un côté, une culture qui privilégie les faits, les données probantes, la science. De l'autre côté, une culture qui privilégie l'opinion, l'idée que toutes les opinions se valent, l'idée que si les faits ne se conforment pas à votre opinion, débarrassez-vous des faits. Tu pourrais toujours me dire, oui, mais en politique, ça a toujours été comme ça. On gagne une élection davantage par l'émotion que par les faits. Et c'est vrai. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est le pouvoir énorme qu'apportent les nouveaux outils de communication comme Facebook. Et ce que les gens ne réalisent pas, c'est que l'objectif visé n'est pas de nous faire croire à de fausses nouvelles. L'objectif visé est de nous faire douter. On le voit sur les réseaux sociaux, devant la dernière outrance de Trump, un grand nombre d'Américains ne réagissent pas nécessairement en disant « si Trump le dit, c'est que c'est vrai ». Ils réagissent plutôt en disant « bof, tout le monde ment de toute façon ». Exemple récent pour illustrer ça. Au début du mois de mars, une grosse étude consacrée à Twitter a été publiée dans la revue Science. Après avoir analysé 126 000 tweets étalés sur 10 ans, les chercheurs ont confirmé ce dont on se doutait. Sur Twitter, les fausses nouvelles sont plus populaires que les vraies nouvelles. Elles rejoignent plus de gens et elles voyagent plus vite. Je te cite cette réaction d'une prof de l'Université de Paris-Sorbonne que j'ai bien aimée. Elle dit « L'effet le plus grave de la diffusion massive du faux, c'est de répandre un doute généralisé sur l'information, sur les institutions démocratiques, sur les savoirs scientifiques. Parce que si tout est faux, alors la science aussi. On en voit le résultat avec les débats sur la vaccination ou le climat. » Fin de citation. Alors Isabelle, le scandale entourant Facebook et la firme britannique Cambridge Analytica s'inscrit aussi dans cette logique. Un petit rappel pour les auditeurs, à la mi-mars, on apprend que cette firme britannique a utilisé sans leur autorisation les données de 50 millions d'usagers Facebook.
Et il s'en est servi pour les campagnes de Donald Trump et du Brexit. Pourquoi est-ce que c'était important pour une campagne électorale? Parce que grâce aux informations que beaucoup d'entre nous laissons traîner sur les réseaux sociaux, il devient possible de cerner avec une extrême précision, non pas les gens qui voudraient voter pour votre adversaire, mais les gens qui ne croient plus en rien. Pour être exact, on n'en est plus à l'époque où un politicien mal intentionné peut simplement dire à des millions d'indécis « Mon opposant est un imbécile ». On est plutôt à l'époque où un politicien mal intentionné va faire croire à des millions d'indécis « Vous avez raison d'être désabusé de la politique, tout est pourri, tout le monde ment ». Si un politicien comme ça arrive à dissuader d'aller voter un nombre suffisant de gens désabusés par le système, ben ça peut faire la différence dans une élection serrée. Et donc, quand on dit « semer le doute », c'est ça que ça veut dire. C'est plus subtil que ça en a l'air, toujours. Les compagnies de tabac ont inventé cette stratégie dans les années 50 et 60 quand elles se sont retrouvées acculées au pied du mur par la science, qui disait sans équivoque que la cigarette cause le cancer. Ben, les compagnies de tabac ont décidé non pas de débattre des faits scientifiques, mais de faire douter en la science. Et ça a marché. Pendant des décennies, des millions de gens, souvent des gens influents, ont cru à tort qu'il subsistait un débat entre le pour et le contre de l'impact du tabac sur le cancer. Mais au moins, à cette époque-là, on en débattait encore de façon civilisée. Alors qu'aujourd'hui, quiconque apporte des faits scientifiques sur le climat ou les vaccins court le risque d'être accueilli par un déluge d'hostilité de la part de gens qui présentent la science comme une opinion émanant d'un establishment comme les autres. Il va donc falloir travailler à rendre le citoyen plus critique face à ces stratégies de manipulation, lui apprendre à distinguer le vrai du faux, du boulot en perspective pour les journalistes, n'est-ce pas Pascal? Heureusement pour nous. Oui, merci. Donc on était en compagnie de Pascal Lapointe, le rédacteur en chef de l'agence Science Presse. Merci beaucoup. Merci. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, au micro et à la recherche Isabelle Burguin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM et en podcast sur le site de l'agence Science Presse, sciencepresse.qc.ca et sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis phone. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy montre ses résultats et avec son accent chinois il dit comme ça: Disco up, disco down, this we're not sure we have to do another time. Disco up, disco down, I like cDNA microarray. Pas un mot de son exposé en français, même chose depuis qu'il est engagé. Oh yeah. Les réunions de la Beauce se font en anglais, même s'il est le seul à le parler. You know. Thousands that go